de Rufisque. Les 12 autres passagers dans l'autre pirogue sont sortis indemnes de l'accident. Le choc s'est produit vers 5 heures du matin ce samedi. Le syndicat national des dockers et pointeurs du Sénégal est très remonté contre le directeur général du port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodian, au-delà de ne pas les recevoir. Les ayants du syndicat, depuis sa nomination, a boycotté leur 9e congrès ordinaire tenu ce samedi. C'est un compte rendu de Al-Hassan Ba et Amadouba. La non-présence du directeur général du port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodian, à ce 9e congrès ordinaire n'est pas du goût de ses membres du syndicat national des dockers et pointeurs du Sénégal. C'est l'absence totale, quasi totale de la direction générale du port. Et qui dit docker, qui dit port dit docker. Le docker est un pion essentiel et incontournable au dispositif portuaire. Donc nous déplorons l'absence du directeur général et de ses collaborateurs à notre congrès parce qu'ils ont été invités. Jusqu'à présent, le nouveau DG n'a pas rencontré les syndicats. C'est pas normal. Comme d'habitude, les autres autorités portières, quand ils venaient, ils demandaient de voir et rencontrer les dockers. Parce que qui dit port dit docker. Les problèmes sont nombreux et cette rencontre est une occasion pour les mettre sur la table. Au-delà des retards de salaire, ces travailleurs regrettent le fait que les concessionnaires jouent aussi le rôle de manutentionnaires. Le travail qu'exécutent ces concessions, c'est l'ensemble des manutentionnaires du Sénégal qui le faisaient. Donc aujourd'hui, aussi on a pris tout ce travail-là et on le donne à des concessionnaires comme le Dubai Port World, comme le Dakar Terminal, comme le TVS, le terminal vraquier du Sénégal, et ils projettent encore de faire d'autres concessions, comme le terminal des vraquiers. Donc aujourd'hui, c'est une alerte par rapport aux nouvelles autorités de savoir où poser notre pied. Le retard de paiement des salaires, des indemnités de congés, de retraite, les IPM ne sont pas organisés. Ce décret qui est obsolète et archaïque depuis 1994 qui est là. Et nous avons fait des voyages de benchmarking au Maroc, en France, en Ghana. Il faut que la nouvelle direction et ces nouvelles autorités aient un œil sur ce qui se passe dans ce pays. Depuis 1994, nos conventions qui nous lient, ça fait plus de 30 ans, qui est archaïque et obsolète. On le crie de haut et fort. Nous avons dit récemment, le 1er mai passé, au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, nous l'avons dit que nous voulons la réunification des 2 bureaux main-d'œuvre portières. Parce qu'il n'y a qu'un seul docker au port. Mao Diop a passé le flambeau à Mamsar après 12 années passées à la tête du syndicat. Tous les deux attendent des autorités une réaction rapide pour régler définitivement les problèmes auxquels ils sont confrontés. Parlons santé avec le nombre de cas de cancer chez les enfants qui augmente au Sénégal. 1000 cas signalés chaque année alors que le pays ne dispose que d'une seule unité d'oncologie. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale annonce la création d'un centre intégré d'oncopédiatrie. Suivant Mbaye Sarr et Sambo Korsar. Ils sont au micro de Abdoulaye Patéane. Et nous constatons qu'il n'y a que 250 à 300 enfants qui arrivent dans la seule unité de traitement de cette maladie au Sénégal, ici à Dalal Jamm. Avant, c'était à l'hôpital de Dantec. Et de ces 250, ce n'est pas tous les enfants qui suivent le traitement jusqu'à la fin, parce que le traitement est cher, la prise en charge des parents est très difficile, surtout les parents qui viennent des régions reculées du pays. Donc il y a beaucoup de cas d'abandon. Il y en a qui commencent le traitement, mais à la fin qui arrêtent parce que vraiment c'est pas très facile. Le ministère est en train d'investir en rapport avec ses partenaires. Le partenariat coréen nous a permis aujourd'hui de disposer d'ici décembre 2025 d'un centre national d'oncologie avec une unité d'oncopédiatrie. Et l'optique de l'État, c'est de rendre entièrement gratuit le traitement ou la prise en charge de la pédiatrie, de l'oncologie ou de la maladie du cancer chez l'enfant. Et ça, c'est quelque chose de très important sur lequel nous sommes aujourd'hui en train de mener des démarches auprès non seulement du ministère de l'Économie et des Finances, mais aussi au niveau de nos différents partenaires pour arriver justement à relever le défi des moyens.
Du jamais vu à Daral Peul, les femmes accouchent dans les maisons ou pire dans les buissons de Aloukagne. Faute d'infrastructures sanitaires, l'université Iba Der Thiam de Thiès a pris la situation à bras le corps en mobilisant des partenaires pour la construction d'un poste de santé où professeurs et doctorants y serviront. C'est un reportage de Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Daral Peul, les femmes avaient l'habitude d'accoucher à l'intérieur des maisons et même au niveau des buissons. Cette page est tournée. Le village vient d'entraîner un poste de santé de dernière génération. Bon, la population était très fatiguée. Les femmes accouchaient par exemple dans des cases. Dans la brousse, même une plaie, il fallait faire des kilomètres. Alors la fondation est venue à nous offrir gracieusement ce temple pour qu'applaudir grâce maintenant à notre collaboration avec l'université Iba Der Thiam. Selon professeur Modoki Maguette Diop, médecin et enseignant chercheur à l'université Iba Der Thiam de Thiès, la structure servira de centre d'application aux doctorants en médecine. Non seulement un poste de santé, mais un poste de santé spécial, puisque ce sera un centre d'application, mais par application, il ne s'agira pas de faire des villageois des cobayes, non. Les doctorants, après, ce sont les personnes opérationnelles qui viendront et qui seront sous le contrôle de seniors. Et ce sera un gain en termes de qualité de soins pour les populations. Occasion pour le médecin-chef du district sanitaire de Thiès d'inviter les universitaires à mieux s'impliquer dans l'effort de santé. Il est important de souligner que l'université a maintenant un rôle très important à jouer dans le secteur de la santé. On demande aux universitaires de pouvoir mieux participer à l'effort de santé. Les populations de Daral Peul ont exprimé leur joie à travers chants et danses. Au chapitre santé mère-enfant, le département de Bambey manque de blocs opératoires et de pédiatrie. Les professionnels de la santé en exercice dans la localité invitent l'État à construire un hôpital de niveau 1 permettant une meilleure prise en charge des cas de complications qui sont souvent notés. C'est une correspondance de Babacar Diouf. Bambey contribue énormément au relèvement du taux de mortalité néonatale et maternelle de la région de Diourbel. Deux facteurs sont à l'origine, constate Mbaïdien, infirmier, chef de poste de Ngoy. Adapté, n'est-ce pas, pour prendre en charge la santé de la mère et de l'enfant. Parce que normalement, avec une population de plus de 500 000 habitants, Bambey devait avoir ne serait-ce qu'un EPS de niveau 1. Mais malheureusement, tel n'a pas été le cas. Bambey n'a qu'un simple centre de santé, c'est-à-dire un centre de santé sans bloc contrairement aux endroits où on est en train de repérer pratiquement à Gossas, à Khombol. Dans tous ces départements, il y a des. Le deuxième facteur est lié à l'absence de pédiatre. La malnutrition est encore beaucoup plus élevée. Et là aussi, c'est anormal que Bambey ne puisse pas aussi disposer de pédiatre. Bambey aussi, à l'heure actuelle, devait disposer d'un pédiatre, ne serait-ce pour aussi, parce que ça fait aussi, que ça soit pour les complications liées au nouveau-né, néonatal. Il y a beaucoup de références qui se fait et il y a beaucoup d'enfants aussi qu'on perd. Malheureusement, les sages-femmes ont mis à contribution la Semaine nationale de la santé mère-enfant pour apporter des solutions à ces problèmes soulevés. On voudrait quand même que l'État, surtout le ministère de la Santé, s'occupe beaucoup plus de la population de Bambey, parce que Bambey à l'heure actuelle mérite ne serait-ce d'avoir un centre de santé, un hôpital quand même, de niveau 1 ou même de niveau. Les sages-femmes du département de Bambey ont mutualisé leurs forces pour des opérations coup de poing de dépistage dans les différents postes de santé du département. Cap sur Diourbel, où les chirurgiens de l'hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba prennent en charge 1000 cas de cataracte entre opérations et suivis médicaux. Ils rappellent le besoin en santé des populations pour leur retrouver la vue. Nous suivons les propos de Dr Djeynaba Ba du service ophtalmologie. Elle est plutôt au micro de Talasambe. On a initié une campagne de chirurgie de cataracte en collaboration avec le ministère de la Santé et l'ONG AED. Donc c'est la deuxième édition au niveau de notre structure hospitalière. Nous avons commencé le mardi et nous avons dépisté 600 patients le mardi. Et ce jour-là, nous avons recensé 250 cataractes. Nous avons débuté les chirurgies le mercredi et nous avons opéré 297 malades le mercredi.
Donc à ce jour, normalement, nous devons à peu près opérer 300 malades. Cataracte, ce n'est pas un problème seulement au Sénégal en fait. On a plusieurs types de cataractes, mais la cataracte la plus répandue, c'est la cataracte sénile. Ça veut dire la cataracte liée à l'âge. Donc nous avons une population vieillissante et c'est dû au vieillissement du cristallin. Naturellement, autant nous avons des cheveux blancs, autant la cataracte vient naturellement chez toute personne en fait à partir d'un certain âge. À partir de 50 ans, en général, on demande aux gens de se dépister parce que dès lors, ils commencent à avoir une sensation de brouillard au niveau, en tout cas, ils ne voient pas très bien. Ils ont une sensation de brouillard visuel. Et donc, la plupart du temps, quand on dépiste, on voit que c'est un début de cataracte et on amorce le suivi. Mais c'est la cataracte qu'on retrouve le plus, la cataracte. Et puis, dans ce journal, clore ce registre santé pour rappeler la grève du SAMES annoncée, le syndicat autonome des médecins du Sénégal. Mardi et mercredi prochain, les blouses blanches alertent sur les conditions de travail et les lacunes du système de santé publique. Seules les urgences seront assurées. À Saint-Louis, à quelques jours du déguerpissement des marchands ambulants, sur l'avenue Général de Gaulle, ces derniers menacent de faire face aux autorités locales exigeant un site de relogement avant l'ultimatum. C'est une correspondance de Ousseynou Diop à Bissek. Le 20 février prochain, la mairie de Saint-Louis et le préfet vont procéder à une opération de déguerpissement des marchands ambulants de l'avenue Général de Gaulle. À quelques jours de l'événement, les marchands ont fait une sortie pour mettre en garde les autorités locales. Le préfet et le maire de Saint-Louis veulent faire le 20. Je ne sais pas s'ils peuvent le réussir, mais s'ils le réussissent, ça serait une catastrophe d'une part. Pourquoi? Parce que nous, on n'acceptera jamais. On n'acceptera jamais de s'asseoir et croiser les bras à partir de le 21. Sans rien faire. Nous sommes des responsables, des pères de famille. Hein? C'est ici notre bureau, c'est ici qu'on gagne notre gagne-pain, comme on le dit. Les marchands réclament un nouveau site avant de quitter. Ils lancent également un appel aux autorités. Donc nous, on n'a plus rien à dire à ce sujet-là. Nous, ce qu'on veut simplement, nous sommes des jeunes et on veut travailler. On veut juste qu'on nous recadre, qu'on nous donne des sites de recasement. C'est ça qu'on veut. On ne veut pas rester des chômeurs. Aujourd'hui, ces jeunes sont désespérés. Ils rappellent à Ousmane Sonko ses promesses faites à Dakar, au marché Koloban. Au Premier ministre Ousmane Sonko, sur le Premier ministre Ousmane Sonko, qu'il avait dit à Dakar, aux environnements de Koloban, qu'on ne doit pas prendre un jour pour enlever des marchands ambulants qui gagnent leur argent, en même temps aussi qui sont des soutiens de famille. Les marchands ambulants de Saint-Louis réclament un nouveau site avant de quitter l'avenue Général de Gaulle. Ils ont menacé de rester et de faire face aux forces de l'ordre si rien n'est fait du côté des autorités locales pour trouver une solution. Autre remous, le syndicat national des agents de l'administration du commerce qui monte au créneau. Il dénonce la gestion jugée amateuriste du ministre de l'Industrie et du Commerce. S'y ajoutent des revendications non prises en compte par la tutelle. Le Synacom a fait face à la presse. Voici Ibrahima Ngom, le secrétaire général, au micro de Mamadou Ndiaye. Depuis son arrivée, on a eu à constater un certain nombre de dysfonctionnements par rapport auxquels nous lui avons adressé une lettre pour relever ces difficultés-là que les agents vivent, mais aussi pour lui proposer des solutions pouvant aboutir en tout cas à la prise en charge complète des missions de notre administration. Parmi ces dysfonctionnements, il y avait d'abord la gestion du courrier, où on avait constaté que les courriers se perdaient. On avait constaté également que les agents n'arrivaient plus, en tout cas, à suivre beaucoup de questions du fait que les courriers ne suivaient plus le circuit normal. Malheureusement, il nous a répondu, mais sa réponse ne nous a pas du tout satisfait parce que, il faut le dire, les dysfonctionnements sont apparus depuis son arrivée. Parce que tout simplement, on avait constaté que c'est au niveau du cabinet que ça se gérait, même si par la suite il a décidé de remplacer le chef du bureau, mais ce qu'on lui a demandé, c'est un retour à l'orthodoxie administrative dans le cadre de la gestion de ce courrier.
Une bonne nouvelle pour l'élevage au Sénégal, le ranch de Doli vers un véritable pôle agro-industriel. Un projet de culture fourragère pour faciliter l'emploi des jeunes est annoncé par le ministre de l'Agriculture, Mabouba Diagne, en visite dans le ranch. D'ajouter que 700 millions de francs CFA seront injectés dans ce projet. Le ministre Mabouba Diagne est au micro de Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi Cham. Sont financés par la Banque islamique de développement et la Banque africaine de développement. J'ai l'intime conviction que les 87 500 hectares de Doli, clôturés avec un mur de clôture de 120 km, 14 portes, qui représentent l'un des principaux corridors de transhumance, avec 3 forages, à tout, je dis bien tout, pour faire de Doli un grand pôle agro-industriel où nous allons construire de grands périmètres que j'appellerai les GEPAS, les grands périmètres agricoles du Sénégal, où on va cultiver des cultures foragères gérées par la jeunesse, gérées par les femmes, où on va permettre à la population de Doli, qui l'ont déjà réclamé, de faire des cultures 12 mois sur 12, mais aussi de faire de l'élevage 12 mois sur 12. Cap à présent sur l'actualité internationale, tout d'abord avec le Djiboutien Mohamed Ali Youssouf qui prend les rênes de la Commission de l'Union africaine au 38e sommet de l'organisation. C'est un tour d'horizon qui nous est fait par Daniel Diouf. Le Djiboutien Ali Mahamoud Youssouf succédera au Tchadien Moussa Faki Mahamad au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Son élection a été annoncée ce samedi alors que l'Union africaine se réunit pour débattre de l'issue des conflits meurtriers en République démocratique du Congo et au Soudan. L'homme politique âgé de 59 ans a occupé le poste de ministre des Affaires étrangères de Djibouti pendant près de 20 ans. Il a été élu à la tête de la commission de l'UA avec 33 voix face aux 2 autres candidats en lice, notamment le Kenyan Raila Ondinga et le Malgache Richard Randriamandrato. Au sommet de l'Union africaine, les dirigeants se sont d'ailleurs mis d'accord pour la création d'une agence de notation panafricaine. Si les agences occidentales sont considérées comme ayant des biais injustes conduisant à des notations faussées, les dirigeants souhaitent donc créer leur propre agence qui intègre des données et des indicateurs spécifiques au continent. L'agence devrait être officiellement lancée en juin prochain. Les rebelles du M23 et leurs alliés rwandais poursuivent leur percée dans l'est de la République démocratique du Congo. Le mouvement M23 s'est emparé vendredi de l'aéroport de Kavumu à 30 km de Bukavu. Cette infrastructure stratégique, d'ailleurs, essentielle pour les vols humanitaires et militaires dans la région du Sud Kivu. Selon des sources locales, les rebelles du M23 et les forces armées rwandaises sont entrés dans le territoire de Kabaré dans la matinée. L'aéroport est toujours fermé et la vie scolaire et économique tourne au ralenti. Le président Félix Tshisekedi a écourté vendredi son séjour en Allemagne pour rentrer à Kinshasa. Il n'a pas pris part au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, comme c'était initialement prévu selon la présidence congolaise. Et puis des centaines de Sud-Africains blancs ont manifesté samedi à Pretoria pour montrer leur soutien au président américain Donald Trump. Ils ont dénoncé ce qu'ils considèrent comme du racisme de la part de leur propre gouvernement. Ce rassemblement intervient après que le président américain a critiqué une nouvelle loi votée par le gouvernement sud-africain. Une loi qui irait, selon lui, à la défaveur de la minorité blanche sud-africaine. Donald Trump les a mentionnés dans un décret présidentiel la semaine précédente. Par ce décret, il décide de suspendre l'aide et l'assistance au gouvernement sud-africain dirigé par des Noirs à l'origine d'une nouvelle loi dédiée, selon lui, à permettre à ce gouvernement d'exproprier des terres privées, souvent détenues par des Afrikaners. En sport, l'affiche Ama Baldé Franc. Un combat explosif en perspective ce dimanche à l'arène nationale. Un choc entre 2 lutteurs fougueux où le pronostic est interdit selon le journaliste Ibrahima Kane. Pour ce dernier, la pression est surtout du côté de Ama Baldé. C'est un reportage signé Chersadi Boudjara. Entre le Pikinois déterminé et le Parcellois invincible, le combat Ama Baldé Franc
s'annonce épique et indécis ce dimanche. Ama Baldé va-t-il mettre fin à l'invisibilité de Franc? Ama Baldé devra faire quand même très attention parce qu'il a en face de lui un adversaire beaucoup plus jeune, un adversaire beaucoup plus aguerri, un adversaire beaucoup plus compétitif, un adversaire qui sur le plan de la lutte pure n'a pas d'égal dans cette arène. Donc, vraiment, c'est un lutteur pétri de qualité technique et sur le plan de la bagarre, il n'a rien à envier à Ama Baldé. Donc c'est un combat, je disais, très dangereux. Mais Ama Baldé, vu sa fougue, vu sa détermination pour ce combat, il peut infliger à Franc sa toute première défaite de sa carrière. Pour Franc, c'est l'heure de la confirmation de son talent et des espoirs placés en lui. Franc surfe avec les victoires depuis le début de sa carrière. C'est 13 combats, 13 victoires et il court vers une 14e victoire pour au moins un peu plus étoffer son palmarès, pour au moins montrer qu'il est entré à jamais dans la cour des grands. Franc a toutes les chances de remporter la victoire parce que c'est un lutteur, je dis, qui a beaucoup plus de qualité technique que Ama Baldé, quoi qu'on puisse dire. De son côté, Ama Baldé doit lui prouver son retour au premier plan. Ama Baldé, il est dos au mur. Ama Baldé, depuis quelques années, il est en train de flancher. Pourquoi je dis qu'il est en train de flancher? Parce que depuis sa victoire contre Papa Sow en 2018, il est resté en dehors de l'enceinte pendant 4 bonnes années avant de revenir face à Modou Lô, où il a perdu. Et ensuite, il a gagné par décision médicale. C'est le moment ou jamais pour Ama Baldé de relancer sa carrière en battant avec la manière Franc. Ama Baldé Franc, un choc générationnel qui vaudra le détour à l'arène nationale ce dimanche. Cher Sadibou Diarra, nous restons avec vous. Le lycée John Fitzgerald Kennedy compte garder son niveau d'excellence à l'occasion du 50aire des majorettes. Une particularité de l'établissement, une randonnée pédestre a marqué l'événement. Voici la proviseure, Madame Fatoumata Ba, au micro de cher Sadibou Diarra et Ahmadou Ba. Le message que nous lançons, c'est, vous l'avez vu à travers le thème, les anciennes Canadiennes s'engagent pour le maintien de la culture de l'excellence. Parce que nous travaillons avec toutes les associations des anciennes Canadiennes et toutes les anciennes majorettes et comme pas majorettes pour maintenir l'excellence et pour travailler pour que le lycée redevienne le fleuron qu'il était. Nous appelons tout le monde et nous en profitons aussi pour que tout le monde appuie le lycée Kennedy, qui est un lycée spécifique. Nous avons organisé une randonnée pédestre pour lancer les activités du 50aire du lycée Kennedy. Cette année 2025, nous avons l'intention de faire beaucoup d'activités pour marquer le passage des majorettes du lycée Kennedy pendant toutes générations confondues. Aujourd'hui, c'est la randonnée pédestre. Il y aura d'autres activités, dont le vernissage de l'exposition du parcours des majorettes, la découverte de la stèle d'Undia Rose et un dîner de gala qui est prévu, entre autres activités. Voilà, nous terminons cette édition par le football en Sénégal pour rendre fière sa ville Tambacounda où sa carrière a débuté. C'est un reportage signé Cher Sadibou Diarra. Oui, je suis sénégalais de père et de mère. Je suis né à Dakar mais grandi à Tambacounda. J'ai joué dans les Nawetan. Après avoir intégré l'équipe de football Youth Elite à Dakar, je suis allé passer un test au Paris FC en France. J'ai marqué des buts là-bas et c'est ainsi que Lorient m'a recruté. Entre-temps, on jouait des matchs amicaux avec FC Lorient. J'ai Lorient récupéré. Dans mon contrat professionnel direct. Avec Lorient. L'équipe nationale, oui, j'y pense. Mais il faut juste continuer à travailler et attendre mon heure. Chacun aura sa chance. Tamba n'est pas assez représenté. Mesdames et messieurs, voilà l'élément qui met fin à cette édition réalisée par Daniel Diouf, à la régie Pape Sambatiam Abdourahman et Fatima. Je vous souhaite un excellent week-end avec les programmes de la télévision Futur Média. Au revoir.